Bonjour à toutes et tous, je suis Nathalie Bernet-Bécu, je suis le Crédit Manager du groupe Fréquin et également administratrice de la FDCC. Et c'est avec grand plaisir que je vous accueille au nom de la FDCC pour ce webinaire en partenariat avec Allianz Trade. Avant qu'on rentre dans le sujet du webinaire, petite parenthèse technique, donc les micros de tous les participants vont être coupés le temps des interventions pour le meilleur confort sonore de tous. Et bien sûr, ils seront réactivés dans le dernier quart d'heure pour un temps d'échange direct avec nos intervenants. Vous pouvez également, bien sûr, tout au long des interventions, réagir via le chat. Et nous reprendrons bien sûr vos réactions lors du temps de partage au final. Voilà, je ferme cette petite parenthèse technique. Aujourd'hui, le thème de notre webinaire, c'est donc l'international. Et donc, nous avons trois intervenants d'Allianz Trade pour nous faire part donc, de l'état des lieux de la conjoncture économique et des solutions et accompagnements qui sont proposés dans ce contexte. Donc, nos intervenants sont Stéphanie Pellet, Maxime Darmé et Gilles Boileau, à qui je passe le relais. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on va commencer donc un point économique rapide sur la conjoncture mondiale et je parlerai dans la deuxième partie rapidement des perspectives pour les exports françaises. Donc, écoutons, commençons. Merci. Alors déjà, c'est important de savoir d'où on vient avant de parler un peu de 2023 et des perspectives. Donc, regardons comment on a fini l'année 2022, assez bien résumé ici. Vous avez à gauche, sur le graphique de gauche, la croissance en volume du commerce de biens mondial et également la production industrielle mondiale. Et donc, on voit que donc les dernières données sont disponibles décembre 2022 et on voit qu'on a une contraction en des données à la toute fin 2022, donc assez clairement une économie mondiale, je dirais, très, très faible. Alors bien sûr, pas à des niveaux récessifs comme en 2020 pendant la pandémie ou 2009, comme vous le voyez dans ce graphe, mais néanmoins une économie mondiale quasiment à l'arrêt. C'est aussi illustré à droite, si vous voulez, qui vous montre les taux de croissance du PIB, donc de l'activité au quatrième trimestre 2022, donc les dernières données disponibles de PIB. Et on voit que toutes les économies, peu ou prou, ont fait du surplace. Le Royaume-Uni, la France, la zone euro, la Chine, pour des raisons spécifiques liées à la politique zéro Covid qui était encore en place l'année dernière. L'Allemagne a connu une contraction assez importante de 0,4, mais néanmoins, les États-Unis, comme vous le voyez à droite, la grande économie développée qui s'en sort le mieux avec une croissance de 0,7. Mais globalement, donc le topo général, c'est vraiment des grandes économies à l'arrêt à la fin 2022, donc un contexte économique, je dirais, très faible. Sur le slide suivant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, et on a été un peu surpris, il faut le dire, c'est que début 2023, enfin les 3-4 premiers mois de 2023, on est bientôt en avril, les dernières données d'enquête, ce qu'on regarde pour évaluer la conjoncture à très très court terme, puisqu'on n'a pas encore des données dures, donc on regarde les indices PMI, qui sont les plus commentés internationalement, et nous montre, alors à gauche par exemple, vous avez les niveaux des PMI composites, donc on prend vraiment le secteur manufacturier et services, donc c'est à peu près l'ensemble de l'économie, et on voit dans les trois grandes zones économiques mondiales, États-Unis, Chine et zone euro, un rebond assez net de ces indices PMI. Donc, et ça a été confirmé par les indices de mars, qui sont sortis il y a quelques jours dans ces zones. Donc un rebond assez net. On peut le voir aussi à droite, toujours les indices PMI qui vous montrent les nouvelles commandes, donc plutôt des perspectives à 4, 5, 6 mois, toujours dans le secteur composite, et on voit également un rebond assez synchronisé dans les trois zones. Donc voilà. Dans le slide suivant, alors, le premier point que j'aborde rapidement, c'est évidemment la réouverture de la Chine. Comme vous savez, l'abandon de la politique zéro Covid en décembre 2022. Donc là, la Chine est clairement en phase de réaccélération, de réouverture, donc clairement des effets assez positifs pour le reste de l'économie mondiale, notamment pour les pays qui échangent beaucoup avec la Chine, les voisins, Japon, Singapour, Hong Kong, l'Asie du Sud-Est, mais également plus proche de chez nous, l'Allemagne, qui a des forts liens commerciaux avec la Chine. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, peut-être encore plus important, je pense, pour nous en Europe, c'est un rebond de la consommation des ménages dans les économies avancées, et notamment dans l'économie américaine. Là, vous le voyez dans ce slide.
qui vous montre par exemple à gauche la croissance des encours de credit card. Vous savez que les Américains consomment beaucoup avec des crédits. Et on voit qu'il y a une très forte accélération depuis plusieurs mois de l'encours de cartes de crédit américaines. Donc, ce qui a permis de soutenir une forte poussée de la consommation, ou plutôt un rebond de la consommation côté américain. On voit aussi que les banques, c'est toujours dans le graphique gauche, la courbe bleue, ça vous montre le nombre de banques qui durcissent l'accès au crédit. Et on voit qu'à jusqu'à récemment, ça se portait plutôt bien, mais les dernières enquêtes nous montrent qu'il y a de plus en plus de banques américaines qui resserrent l'accès au crédit. Donc, si on en croit ce graphique, dans les prochains mois, malheureusement, on pense que l'activité va fortement décélérer. On attend même une récession côté américain en deuxième semestre de l'année. Donc, le cycle, nous pensons, va se retourner, ce qui est assez bien illustré ici. Et bien sûr, la crise bancaire récente va sans doute inciter beaucoup de banques à resserrer encore plus le robinet du crédit. Le deuxième facteur qui a soutenu la consommation donc à court terme des ménages américaines, c'est la baisse du taux d'épargne. Vous avez à droite le saving rate, donc c'est-à-dire la proportion de revenus disponibles qui est épargné, est en forte baisse. On est à moins de 5%, donc c'est historiquement assez faible. Donc les ménages américains ont également moins épargné pour consommer plus. Donc un rebond de la consommation côté américain, un rebond de la Chine. Slide suivant. Et en Europe aussi des meilleures nouvelles, il faut le dire, à la fois sur la crise de l'énergie. Donc là, vous avez par exemple à gauche le prix du gaz sur les marchés européens de gros. Et on voit que on était à des niveaux astronomiques, comme vous le savez, l'année dernière, hein, plus de 250 € le mégawattheure, des niveaux complètement délirants. Et là, on est redescendu autour de 50, 45 € le mégawattheure, donc une forte baisse ça reste néanmoins des prix quand même 3 à 4 fois supérieurs à l'avant-crise, hein. Donc il faut quand même le préciser que la crise énergétique n'est pas terminée, mais néanmoins une petite bouffée d'air depuis fin 2022, début 2023, en grande partie liée à un hiver doux. Donc on a été assez chanceux, il faut le dire, ce qui a permis de limiter la consommation d'énergie, on va dire. Donc un reflux assez net. Et donc le premier facteur. Et le deuxième facteur qui a permis aux économies européennes, je dirais, d'être maintenues à flot, hein. Je vous ai dit qu'en France, on a fait plus 0,1 seulement, zone euro plus 0, donc c'est pas non plus des chiffres très glorieux. Mais les économies européennes sont maintenues à flot donc, par la baisse du prix de l'énergie. Et le deuxième point, par les mesures très importantes, colossales, je dirais même, de soutien budgétaire. Là, j'ai l'illustre à droite, pardon, pour la France, mais c'est un peu le même topo dans tous les pays européens. Il y a des aides de l'État importantes, comme vous le savez, des boucliers tarifaires, des baisses de taxes, ce genre de choses. Ici à droite, vous avez par exemple les taux de cotisation sociale, payroll taxes en anglais, ont baissé. Donc l'État a fait un effort aussi pour soutenir les revenus des ménages et des entreprises. Donc deux facteurs qui expliquent finalement une résilience, je dirais, des économies européennes. Sur le slide suivant, néanmoins, donc, comme je l'ai évoqué, il y a quelques minutes, nous pensons que cette embellie du premier semestre, on va dire 2023, qui est claire, hein, clairement elle est là, et il faut s'en réjouir, mais néanmoins on pense que les choses vont tourner plutôt du mauvais côté au deuxième semestre et au deuxième semestre 2023 et début de l'année 2024, qui sera peut-être, nous pensons, le creux du cycle. Et pourquoi la première raison, c'est que vous avez des pressions inflationnistes qui malheureusement ne sont pas réduites. Excusez-moi. On peut l'illustrer de deux façons. À gauche, vous avez par exemple la croissance des salaires côté États-Unis, telle que mesurée par la Fed d'Atlanta. On voit que des salaires qui sont plus de 6% en croissance annuelle. Et quand on demande, selon l'enquête NFIB, ce sont les enquêtes auprès des SME américaines, leur plan pour augmenter les salaires, on voit qu'ils continuent de prévoir des salaires importantes. Donc clairement, des pressions salaires et inflationnistes non dissipées. On peut l'illustrer aussi en zone euro. Vous avez ici l'inflation IPCH dans les services et dans les biens non énergie qui est en très très forte accélération, plus de 6% maintenant, du jamais vu depuis les années 80, début des années 80. Donc clairement, un choc qui est au début énergétique en Europe, c'est clairement diffusé à l'ensemble des biens du panier de consommation, y compris les services, donc y compris le type de biens et de services pour lequel la part de l'énergie est faible. Donc clairement, des données assez mauvaises sur le plan de l'inflation. Donc ça veut dire que, sur le stade suivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales vont rester très agressives, en tout cas vont maintenir des taux d'intérêt élevés, même si les pressions bancaires récentes font que
Les taux terminaux seront peut-être un peu moins élevés qu'attendu, mais néanmoins, ce que veut dire, c'est que le cycle monétaire va se durcir, le cycle financier va se durcir. On peut le voir très bien, je pense, à gauche, ça vous montre, côté américain, la croissance des prêts de la part des banques, des CNI, donc Commercial and Industrial Loans, ça veut dire c'est les prêts aux entreprises, en fait, aux corporates. Et on voit qu'il y a une très bonne corrélation avec les credit standards. Les credit standards, c'est quoi? C'est le robinet du crédit de par les banques. Et on voit qu'il y a une très bonne corrélation. Et on voit, et je crois que je l'ai évoqué sur un slide précédent, il y a de plus en plus de banques côté américain, mais aussi en Europe. Ça, c'est une façon d'illustrer, qui commencent à durcir, à resserrer le robinet du crédit. Donc, elles sont de moins en moins désireux de prêter. Et donc, on devrait assister à une baisse de l'encours de prêt dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, des prêts de consommation, des prêts corporate, mais aussi des prêts dans le secteur résidentiel. Clairement, c'est le principal canal, je dirais, par lequel la politique monétaire opère. Donc, c'est resserrer les conditions du crédit pour réduire la demande et, in fine, tuer l'inflation. C'est un petit peu, c'est pas la façon dont les banques centrales vous le disent, mais c'est vraiment ce qu'elles recherchent. C'est vraiment de faire baisser la demande agrégée en incitant, en tout cas en contraignant les banques à resserrer le crédit à resserrer le robinet du crédit. On peut l'illustrer aussi à droite sur les zones euro rapidement, sur les encours de monnaie, agrégats monétaires M1 M3, qui sont en très forte décélération, même en baisse maintenant en zone euro concernant M1. De plus en plus de ménages maintenant mettent leur épargne sur des actifs beaucoup moins liquides, puisque les taux d'intérêt sur les actifs liquides sont encore faibles. Sur le slide suivant, voilà, donc là, vous avez donc le premier point sur lequel j'insiste, c'est un durcissement à venir de plus en plus fort des conditions financières, notamment par le canal du crédit. Le deuxième point, c'est la crise de l'énergie qui n'est toujours pas finie. Donc, on a été assez chanceux, comme je l'ai dit, avec un hiver qui a été assez doux, qui a permis de baisser les prix de l'énergie, ce qui a clairement bénéficié aux gens qui achètent les prix de l'énergie sur les marchés spot, notamment dans les industries lourdes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un choc gazier électrique, ça met beaucoup de temps à se diffuser au reste de l'économie, et je pense notamment aux services, et notamment aux PME. Là, vous avez à gauche une enquête INSEE de décembre 2022 auprès d'un panel de 400-500 entreprises, industries et services. On leur a demandé quelle était la hausse de votre facture d'électricité en 2022. Plus de 40% dans l'industrie, c'est colossal, mais seulement, entre guillemets, 10% dans les services. Par contre, quand on leur demande quelles sont vos attentes pour 2023, là, donc c'est le carré vert, on voit notamment dans les services, les entreprises s'attendent à une très forte accélération, ce qui est logique puisque les contrats d'électricité et de gaz sont renouvelés, je parlais à des PME il y a 2-3 semaines, tous les 3 ans. Donc il y a des gens qui n'ont même pas encore vu le choc énergétique, si vous voulez, et qui commencent seulement à le voir en 2023, puisque les contrats ne sont pas indexés sur le marché de gros, mais sont des contrats à durée fixe pour 2-3 ans, souvent pour les PME. Donc actuellement, en 2023, on se trouve dans une situation où les fournisseurs d'électricité viennent à la porte et demandent, renouvellent des contrats avec des prix 3, 4, 5, 6 fois plus élevés. Donc clairement, le choc énergétique n'est pas terminé et va même s'accélérer pour le secteur des services en 2023. Sur le slide suivant. Donc je parlais juste avant de la crise de l'énergie en Europe. Je disais qu'elle n'est pas finie puisque j'expliquais que un choc gazier, ça met beaucoup de temps, électrique, ça met beaucoup de temps à se répercuter sur l'économie, puisque beaucoup d'entreprises dans les services, notamment les PME, ont des contrats à durée fixe qui sont renouvelés tous les 3 ans. Et donc, on pense qu'en 2023, de plus en plus d'entreprises vont voir leurs factures encore augmenter. Donc voilà. Et donc là, je vais passer au point sur la Chine, rapidement. Donc, je disais qu'on s'attendait à un rebond de 5% de la croissance en 2023. Je l'ai évoqué, donc un rebond de l'économie, mais un rebond finalement assez modeste. Il ne faut pas non plus trop s'enthousiasmer. Puisque vous avez les autorités chinoises, on va dire, sont assez comment dire, réticentes à laisser l'économie rebondir trop fortement, puisque vous avez, typiquement en Chine, vous avez des taux d'endettement du secteur privé, notamment dans le secteur immobilier, extrêmement importants. Et donc, dans ce cycle, nous pensons que les autorités chinoises vont être beaucoup plus méfiantes, beaucoup plus prudentes, et donc limiter, on va dire, limiter la croissance de l'activité à 5%. On est en dessous du consensus, pour tout vous dire. Donc clairement, la deuxième partie de l'année 2023, on pense que le rebond chinois va s'essouffler. Donc voilà. Sur le slide suivant, un point rapide sur les marchés émergents. Alors là, les marchés émergents, ça va être assez compliqué 2023 également, puisque vous avez
typiquement, quand il y a des resserrements monétaires dans les économies avancées, notamment aux États-Unis, vous avez des tensions qui émergent dans les pays émergents. Alors, jusqu'à présent, c'est difficile de mettre tout le monde dans le même panier, hein. Les pays émergents, il y a vraiment une grande diversité parmi ces pays. Mais si on peut un peu résumer succinctement, on pourrait dire que les pays, on va dire, exportateurs de matières premières, grosso modo, s'en sortent plutôt bien, puisque le prix des matières premières reste élevé. Or, quelques pays comme le Chili particulier, qui ne sont pas dans une situation très favorable. Et inversement, les pays importateurs de matières premières ont beaucoup de difficultés, ils ont beaucoup d'inflation. Pour résumer un peu ça, vous avez le graphique de gauche qui vous montre les pays émergents classés par risque de crédit, risque de liquidité en l'échelle, l'axe des abscisses, et le risque cyclique dans lequel on met tout un tas de données comme l'inflation. Et plus vous êtes en haut à droite, plus ce sont des pays qui sont en difficulté importante. Et là, ça va étonner personne. Vous avez l'Égypte, la Turquie, la Hongrie notamment, l'Argentine et le Pakistan qui sont clairement des grands pays émergents en grande difficulté de par une inflation élevée, de par des déficits extérieurs extrêmement importants, donc très vulnérables dans un environnement de taux d'intérêt élevé aux États-Unis et en Europe, très vulnérables. Et en plus, qui sont souvent des pays importateurs de matières premières. Je pense à la Turquie, notamment à l'Égypte, donc très sensibles au niveau élevé des matières premières. Donc, une année compliquée, nous pensons, pour les marchés émergents en 2023. Enfin, mon slide sur l'économie mondiale, pour terminer, c'était sur un résumé, un tableau qui vous résumait nos prévisions de croissance. Donc, je vais vous le dire à l'oral, peut-être. Donc, l'économie mondiale, donc le PIB, il a progressé de 3% en 2022, on estime. C'est bon, là, vous voyez. Oui, donc, on a. 3% en 2022. Et donc, on s'attend, donc là, vous avez un détail, je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres, rassurez-vous. Donc, on s'attend à un ralentissement assez net en 2023 de 2,2% et on s'attend à 2,3% en 2024. Donc, une croissance, il faut savoir, ces taux de croissance 2,5%. Au niveau mondial, c'est quand même très, très faible. Et si vous regardez un petit peu dans le détail, il y a à peu près toutes les zones qui ralentissent, sauf la Chine. Mais la Chine, comme je vous l'ai expliqué, c'est un peu un cas particulier puisqu'ils sont sortis de la politique zéro Covid. Donc, il y a une sorte de rebond mécanique en 2023. Mais si vous voyez le reste, et notamment dans les pays émergents dont je viens de parler, il y a quand même un ralentissement assez faible. Par exemple, en Amérique latine, vous voyez que les taux de croissance sont quand même plutôt orientés à la baisse. En zone euro, on s'attend à 0,3, donc la zone euro du surplace quasiment. États-Unis, on s'attend à 0,4 l'année prochaine, quasi surplace également, avec une récession au deuxième semestre 2023, qu'on ne voit pas forcément dans les chiffres annuels. Notre prévision de croissance du commerce mondial, alors là, c'est à droite. Quand je dis commerce mondial, c'est à la fois biens et services. Donc, on prend vraiment au niveau agrégé biens et services. On s'attend à… donc là, vous avez une décomposition valeur et volume. Pour les entreprises, ce qui compte, c'est plutôt les valeurs, puisque le prix compte également. En volume, néanmoins, on s'attend à un ralentissement à 0,9 seulement. On était à 3,7 selon nos estimations l'année dernière, donc un fort ralentissement, mais une réaccélération en 2024 à 3,9%. Donc, les perspectives de commerce s'améliorent en 2024. En termes de valeur, on aurait une récession en valeur, donc de moins 0,3 cette année du commerce mondial, puisque vous avez des sortes d'effets prix. Les prix ont été très dynamiques depuis 2 ans, comme vous le savez, et les prix d'export et d'import devraient un petit peu refluer au niveau mondial en 2023. Donc, on aurait une contraction en valeur du commerce mondial, comme vous voyez ici, de moins 0,3. Donc, voilà. Donc, là, je vais passer rapidement pour terminer sur les slides concernant la France. Perspective secteur. Et je vais me dépêcher. Donc, on va passer directement si tu veux, Claire, à la France. Voilà, les perspectives France. Alors, donc voilà, donc rapidement la France, je vous l'ai dit, on s'attend à une croissance de 0,4 cette année, donc du quasi sur place. Le talon d'Achille de l'économie française, c'est la consommation des ménages, 55% du PIB. Là, vous avez rapidement à gauche, le taux d'épargne des ménages français est à 16%, donc vraiment la crise énergétique, je pense, l'inflation très élevée, notamment l'inflation alimentaire, vraiment pèse sur le moral des ménages. Et quand le moral des ménages est faible, l'épargne tend à augmenter. Et on voit aussi les perspectives. On demande aux ménages, chez l'enquête Commission européenne, on leur demande leurs intentions d'épargne à 12 mois et on voit que c'est orienté à la hausse. Donc clairement, on va s'attendre à une consommation des ménages extrêmement faible, qui va rester extrêmement faible en 2023. On a même une consommation des biens, notamment des biens alimentaires, qui est en chute libre en France. C'est assez impressionnant. Donc voilà, donc une consommation faible. Le slide suivant. Alors, secteur exportateur, ce qui nous intéresse peut-être plus. Donc là, vous avez sur le slide, sur le graphique de gauche, pardon, vous avez les exportations industrielles françaises
qui se porte plutôt pas mal jusqu'au quatrième trimestre 2022. Mais néanmoins, quand on regarde les enquêtes, les nouvelles commandes, donc c'est la courbe bleue de l'indice PMI, on voit que c'est en chute très importante. Donc, ce graphique suggère que ça va être compliqué pour le secteur manufacturier, le secteur exportateur français pour 2023. Donc, en cohérence avec le topo sur l'économie globale que je viens de vous délivrer, donc ça va être compliqué. On s'attend à une petite récession pour être clair. Néanmoins, un facteur important de résilience, et là vous le voyez à droite, c'est ce qu'on appelle les backlogs, c'est-à-dire les carnets de commandes, qui resteraient élevés à peu près l'équivalent de 5 mois de production. Donc vous avez, si je peux parler simplement, vous avez un carnet de commandes passé qui est encore énorme, donc ce qui va permettre au secteur manufacturier français, exportateur français, de continuer à produire en 2023, malgré la baisse, malgré la chute très importante des nouvelles commandes. Et ces carnets de commandes passés, c'est vraiment un effet de la pandémie où vous avez, où les industriels n'ont pas pu répondre à tout leur stock de commandes, notamment dans l'automobile. Sur le slide suivant, et je crois que ce sera mon dernier slide, donc là, vous avez nos prévisions par secteur de croissance des exports, ou de baisse des exports d'ailleurs. À gauche, vous avez donc en millions d'euros en valeur en 2023. Et donc, on s'attend à ce que ceux qui sont en haut, c'est les secteurs qui vont le mieux s'en sortir, on va dire, dans un environnement qui restera compliqué. Je vous l'ai dit, 0,9 croissance du commerce mondial en volume, moins 0,3 en valeur en 2023. Et vous voyez que, par exemple, l'agri-food est un secteur qui va plutôt bien s'en sortir, mais aussi les machinery equipment. Le quatrième secteur, puisque vous avez dans le secteur notamment ça revient à ce que je disais un petit peu avant, vous avez un énorme carnet de commandes, donc on pense que les exports vont continuer plutôt bien à se porter. Tout en bas de l'échelle, électronique, chimie, télécom également, des secteurs en partie affectés par la crise de l'énergie et des secteurs très cycliques qui ont connu des fortes hausses en 2021, 2022, et là on pense qu'il y aura un sorte d'effet de reflux. Rapidement à droite, vous avez, et j'en terminerai là, vous avez les niveaux d'export français par grand secteur en volume, donc là en volume, et on voit notamment que les matériels de transport, vous avez une très forte chute depuis la Covid, depuis la pandémie, et on est très loin du niveau pré-Covid, donc on pense qu'il y a clairement des potentiels de rebond dans ce type de secteur. Donc, je disais merci Maxime pour ces informations qui effectivement recoupent les nôtres, donc ça tombe bien sur le commerce extérieur français. Juste une petite précision, que contrairement à ce qui a été dit au départ, je ne fais pas partie d'Alliance Trade, je fais partie de Business France, que je vais donc présenter rapidement maintenant. Slide suivante. Merci. Voilà, donc Business France, c'est l'agence pour l'internationalisation de l'économie française. Internationalisation de l'économie française, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'export et l'invest. L'export, c'est amener donc les entreprises à l'international en rencontre de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Et l'invest, c'est attirer les investisseurs étrangers en France. Donc, quelques chiffres rapides pour situer un peu le panorama. On est effectivement à peu près 1400 collaborateurs dans le monde, enfin 1 millier dans le monde et 400 en France, plus exactement sur 2 sites, Paris et Marseille. On a 74 implantations dans 55 pays, mais nos partenariats nous permettent de couvrir effectivement plus de 110 pays dans le monde. Voilà. Et à l'export, puisque c'est plutôt le sujet aujourd'hui, au détriment de l'invest, à l'export, on a accompagné en 2022, ce sont des chiffres 2022 que vous avez là, plus de 9000 entreprises donc, qui ont été projetées sur les marchés internationaux. Le VIE, donc le volontaire international d'entreprise, je le mentionne juste pour info, parce qu'on n'y reviendra pas forcément dessus ensuite. 9900 VIE en poste dans 130 pays dans le monde aujourd'hui. 27 700 entreprises accompagnées depuis 2018. Donc c'est un cumul dont il s'agit là. Voilà. On va passer à la slide suivante. Je vais aller un petit peu vite du coup. Voilà, alors, Business France, Team France Export, quel est le lien en fait? Business France fait partie de cette alliance qu'on appelle Team France Export, qui a été impulsée par l'État il y a quelques années, qui rassemble dans une même alliance Business France, BPI France, pour le volet financement, CCI France, dans toutes les chambres de commerce et d'industrie françaises, tout cela sous l'égide des régions. Merci. Voilà, donc ce descriptif, c'est un réseau unique, je vous ai dit, qui rassemble ces 3 opérateurs principaux, mais pas que.
Ça fédère également tout un réseau de partenaires publics et privés autour de cette alliance qui permet d'accompagner les entreprises depuis le territoire en France jusqu'au pays à l'étranger. On va passer à la slide suivante. Voilà ce que je disais. Grâce à notre présence dans plus d'une centaine de pays, la force de la Team France Export et de cette alliance, c'est en fait d'avoir un contact privilégié de proximité pour toutes les entreprises françaises, en fait, où qu'elles soient sur les territoires, qui va constituer la porte d'entrée vers l'ensemble de ces réseaux. Et ensuite, l'entreprise va pouvoir être accompagnée dans le pays de son choix jusqu'à l'opération d'exportation ou d'implantation. Ce sont donc les 1500 personnes dans le monde qui réalisent tout ce travail, mais pas que, puisque dans certains pays, nous sommes effectivement représentés par des CCI, à travers des concessions de services publics ou d'autres prestataires. Ça peut être aussi des prestataires privés dans certains pays qui vont assurer ce type de prestations d'implantation ou d'export. Slide suivante. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement à l'international en fait de la Team France Export? C'est un ensemble de solutions qui interviennent à tous les maillons de la chaîne finalement à l'international, depuis l'information en amont, connaître les marchés, quels sont les marchés porteurs pour vos produits, définir une stratégie export. Par exemple, on va choisir les 3 marchés prioritaires pour votre activité, comment sécuriser, comment financer son opération export. Sécuriser, financer son opération export, c'est là qu'interviennent nos partenaires d'ailleurs de l'assurance crédit, que sont alors l'Air Hermès, Allianz Trade, bien entendu, mais aussi Atradus et Coface. Je reviendrai un petit peu dessus après parce que ça fait partie de la plateforme teamfrance-export.fr. Dans les autres besoins des entreprises, acquérir des compétences, on est sur les aspects RH, dans lesquels sont intégrés notamment le VIE, par exemple, mais pas que. Prospecter, donc comment prospecter à l'étranger, comment trouver des clients, des partenaires. Gagner en notoriété à l'international, là, c'est toute une gamme de produits de communication, en réalité, qui va du communiqué de presse, invitation de journalistes en France, action de communication sur les réseaux sociaux dans le pays de votre choix, voilà, tout ce genre d'accompagnement. Développer son réseau, là, c'est un petit peu la part de nos partenaires qui sont les conseillers du commerce économique de la France, par exemple, qui réalisent un genre de mentorat pour les entreprises de leur proximité, et renforcer sa présence à l'étranger. Donc à droite, vous avez toutes ces 12 offres qui ont été récemment d'ailleurs renommées et recommercialisées sous cette forme, qui couvrent l'ensemble des maillons de la chaîne à l'export. On va passer à la slide suivante. Alors, juste un petit éclairage sur ce qui m'a semblé être les 3-4, on va dire, accompagnements les plus stratégiques ou les plus importants pour une entreprise. Avant tout, s'informer en amont. Donc, vous allez trouver ce que vous avez à droite, le site teamfrance-export.fr, les informations marché qui sont disponibles et téléchargeables gratuitement en ligne. Donc, vous renseignez votre secteur d'activité, le pays qui vous intéresse, et vous allez avoir toutes les premières informations disponibles sur votre marché, avec les débouchés, la réglementation, les circuits d'importation, de distribution, le cas échéant, enfin tout ce qui compte, tout ce qu'il faut connaître sur un marché pour y exporter. Alors ça, c'est très important, c'est vraiment la première opération en amont. Pour ce faire, il faut créer son compte sur la plateforme teamfrance-export.fr. C'est absolument gratuit, il y a vraiment un minimum d'informations à renseigner pour pouvoir accéder à l'ensemble de cette information gratuite. On va passer à la slide suivante. Deuxième type d'accompagnement, format d'accompagnement qui est assez emblématique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Connect Business, mais finalement, c'est tout simplement les programmes de rendez-vous réalisés à l'étranger avec des clients ou des partenaires potentiels sur la base des informations de vos besoins, de vos critères de clients ou de partenaires. Donc, ça peut prendre des formes individuelles ou collectives. J'ai mis quelques exemples à droite qui sont, par exemple, vendre à je ne sais pas quel Samsung, par exemple, à l'étranger, ou vendre à un grand compte. On organise la mise en relation et cette mise en relation peut se faire en présentiel ou en visio. Les deux existent, évidemment. Donc ça, c'est l'organisation de missions B2B et de rendez-vous B2B.
à l'étranger. Slide suivante. Le pavillon France, un autre format très emblématique de notre action depuis très, très longtemps, ce sont les collectifs France qu'on organise sur les principaux salons internationaux dans tous les domaines d'activité. Donc, il y a à peu près je dirais, 130 à 150 pavillons France qui sont organisés tous les ans et sur lesquels nous sommes présents et nous faisons venir les entreprises. Donc, il y a vraiment de toute taille. On peut avoir des pavillons France de 15, 20 entreprises sur des salons assez pointus, un peu techniques ou autres. Mais aussi des grandes messes internationales comme le salon Provine à Düsseldorf, par exemple, qui est le salon international des vins spiritueux, Medica à Düsseldorf, qui est le salon de la santé, Provine, oui, j'en ai parlé, il y en a d'autres. Hein, voilà, ce sont des grands salons sur lesquels il faut être, sur lesquels se décide finalement le commerce mondial, parce que la mise en relation avec les acheteurs et les fournisseurs, elle se fait là-dessus. Je précise que dans ce type d'opération, comme dans le précédent, le Connect, il y a une subvention de l'État qui est incluse dans la prestation et qui ramène finalement la participation de l'entreprise à un niveau plus acceptable pour elle, sachant que ce genre de participation des événements inclut un certain nombre de prestations de valeur ajoutée, qui sont des invitations d'acheteurs, de la communication, l'organisation d'un cocktail de networking, par exemple. On fait pas mal de choses qui viennent compléter l'offre de base d'un stand pur et dur sur un salon. Slide suivante. Alors, encore un format qui est un petit peu plus récent que ce qu'on appelle le e-business chez nous. Business France, à l'occasion du plan de relance export qui a été lancé en 2020-2021, a développé la présence des entreprises françaises sur des formats numériques. Donc, il y a 3 vitrines qui existent à ce jour et qui vont être complétées par d'autres dans l'avenir, qui existent sur les vins, qui existent sur le food de façon générale et sur les cosmétiques. On reconnaît là 3 secteurs emblématiques, un peu des exportations françaises quand même, parmi les plus importants. Et aussi, nous sommes en train d'étendre la présence des entreprises françaises sur un certain nombre de marketplaces internationales, soit parce qu'elles ont une importance fondamentale dans leur zone géographique. Donc, on a un accord avec Alibaba, par exemple, pour toute la zone Chine. On est en train de développer d'autres accords avec des marketplaces qui vont être importantes sur la zone Europe du Nord, sur la zone Amérique du Nord, etc. Donc là aussi, le but, c'est vraiment d'accroître la visibilité des entreprises et la mise en valeur par rapport à des fournisseurs étrangers qui peuvent rechercher toute cette offre française, avec la possibilité à terme de réaliser des transactions commerciales sur ces plateformes, ce qui n'est pas encore le cas, mais ce qui est en projet également. Merci, slide suivante. Voilà, donc juste pour terminer et pour mieux vous orienter, la plateforme dont je parlais qui s'appelle teamfrance-export.fr, ça se présente comme ça. Là, j'ai ouvert le menu déroulant mon projet parce qu'on part en fait du besoin de l'entreprise. Vous allez choisir qu'est-ce que vous recherchez, quel est votre besoin en fait. Est-ce que c'est choisir des marchés? Est-ce que c'est trouver sécuriser votre paiement? Est-ce que c'est monter votre équipe export? Est-ce que c'est s'implanter à l'étranger, ce qui est encore autre chose, effectivement? Et donc, cette plateforme va vous amener sur un parcours de solutions et au final sur des fiches solutions proposées par l'ensemble de nos partenaires, par Business France, par BPI France, par CCI France, mais aussi par l'ensemble de nos partenaires publics et privés. Donc, vous allez trouver là aussi la fiche solution d'Alliance Trade, par exemple, mais aussi celle de Coface et d'Atradius. Les partenaires qui sont présents sur cette plateforme, d'ailleurs, ont fait l'objet d'un référencement. Ils ne sortent pas comme ça du chapeau. Ils ont fait l'objet d'un référencement tout à fait officiel en 2019, qui va être prochainement renouvelé d'ailleurs. Et donc, pour tous les sujets, vous avez des partenaires qui proposent des solutions pour vous accompagner à l'international. Voilà, donc je vous conseille vraiment fortement d'aller sur cette plateforme, créer votre compte, naviguer, trouver les différentes choses qui peuvent vous convenir, l'information gratuite que vous pourrez télécharger. Vous verrez, c'est une mine de renseignements et c'est vraiment là que vous allez pouvoir démarrer votre démarche export en réalité. Slide suivante, je pense qu'on a terminé. Voilà, vous avez l'ensemble des parties prenantes. Merci. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, donc à la suite de la présentation économique et de Gilles aussi sur toutes les solutions pour accompagner les entreprises à l'export,
j'aimerais vous présenter une offre qui n'est pas forcément connue à ce jour d'Alliance Trade et qui représente aujourd'hui un accompagnement pour 90% des polices des clients qui exportent en fait et qui veulent aller à l'international. Donc peut-être brièvement aussi sur la première slide, c'est de vous rappeler Alliance Trade en quelques chiffres. Le plus important, c'est les 83 millions d'entreprises suivies, puisque comme vous le disiez, Gilles, à juste titre, la première chose pour exporter, c'est d'avoir l'information et de se connecter et de pouvoir en fait savoir exactement où aller, parce que comme vous le savez, dans beaucoup de cas, et ça vous est peut-être arrivé, on sait que les entreprises, et notamment les PME, vont à l'international, exportent, mais que souvent elles ont du mal à y retourner parce qu'elles ont des expériences qui ne sont pas toujours bonnes quand elles doivent y retourner et quand elles n'ont pas pris les moyens qu'il faut. Donc 83 millions d'entreprises et puis le double A, et je vous dirais que c'est important notamment pour les financements, parce que vous verrez que ce produit que je vais détailler la suivante, en fait, s'accompagne très souvent de financement. Donc Cover One, en fait, c'est une solution qui vise à accompagner les entreprises et qui font en fait sur un marché ou un projet particulier. Donc, c'est tout type d'entreprise, tout type de taille. Elles peuvent être déjà assurées crédit ou pas. Vous verrez que je vais étayer par certains exemples. Et en fait, elles peuvent être déjà assurées crédit sur leur portefeuille. Mais la spécificité, c'est qu'en fait, c'est des durées de projet, de livraison ou de commande qui font que les durées sont plus longues. Et donc, en fait, cette garantie est sur mesure. Elle va jusqu'à 60 mois. Et en fait, la garantie est irrévocable. Donc, à partir du moment où l'entreprise est venue nous voir, qu'elle a, et vous le verrez dans les exemples, par exemple, un appel d'offres, elle vient nous voir en amont bien de l'appel d'offres pour dire, voilà, j'aimerais participer à un appel d'offres et j'ai besoin d'être couvert sur la totalité depuis la bon de commande jusqu'à là où les livraisons en fait, de mon bien ou de mon service. Donc, c'est très long, très large et ça permet de couvrir tout type de risques. Alors, bien évidemment, comme vous le connaissez de l'assurance crédit, le risque d'impayé, mais ça permet aussi de couvrir le risque d'interruption de contrat et notamment le risque de fabrication quand vous avez des livraisons successives et ou ce qu'on appelle aussi dans notre jargon d'assureur le fait du prince, c'est-à-dire que c'est quelque part le risque politique étendu dans un pays. Donc, vraiment, et si on voit après les avantages pour le client, c'est donc l'information et la prévention comme toujours, mais ça, vous le savez, c'est typique de l'assurance crédit, mais c'est surtout de venir pour une opération spécifique. Donc, en intervenant pour une couverture qui est beaucoup plus en amont que l'assurance crédit classique, puisqu'on arrive dès le bon de commande, ça permet souvent aux clients, notamment quand vous allez dans des pays compliqués, de proposer des conditions de paiement et non pas de demander un paiement en amont, avec un escompte et puis après à la livraison. Non. Quand vous pouvez et vous savez que vous êtes couvert, vous pouvez très bien dire à un client, même sur des zones compliquées, je fais 60, 120 jours de délai de paiement, puisque la garantie, si elle est prise très en amont, permet d'être prise en compte. Ça permet aussi de faciliter les financements. Pourquoi ? Parce que cette police, elle est délégable à la banque et donc elle peut intervenir, et je vous ai fait une belle courbe après, vous verrez, à tous les niveaux en fait, du financement de la banque, du préfinancement jusqu'à l'assurance crédit ou l'avance en devise. Ça permet bien sûr, dans le pire des cas, de bénéficier quand même du recouvrement donc, et de l'indemnisation, bien sûr, mais on sait qu'à l'international, le recouvrement est compliqué. Et d'autre part, on a dans le réseau mondial des experts pour pouvoir faire le recouvrement. Et on a spécifiquement chez Alliance Trade en France une équipe de recouvrement international qui fait tout le travail en amont avant d'interroger nos collaborateurs sur place. Parce qu'on sait qu'il faut aller vite à l'export et pour récupérer le plus possible. Et enfin, donc, comme je vous le disais, c'est transactionnel et donc ça permet véritablement de couvrir une opération spécifique en dehors et non pas le portefeuille global. L'intérêt pour la banque, c'est ce que je vous disais, Alliance Trade AA. Donc, généralement, ça a un intérêt pour les banquiers. Ça permet d'être délégataire, donc de couvrir le plus tôt possible sur des pays où la banque peut être limitative en termes de risque ou en termes de capacité.
parce que quand il y a des bons acheteurs, même dans des pays compliqués où les banquiers ne vont pas forcément, si nous, on arrive à couvrir avec Cover One, ils arrivent quand même à pouvoir financer. Et puis, bien évidemment, la banque aussi est toujours heureuse s'il y a un contentieux de pouvoir être indemnisée, puisque c'est elle qui touche les indemnités et le plus tôt possible. Le schéma suivant présente effectivement les différents moments où vous pouvez bénéficier de la garantie, et c'est important. Dès la prospection, et notamment, on le verra dans l'exemple de l'appel d'offres, hein, dès que le client sait qu'il a un appel d'offres et qu'il peut être couvert dès ce moment-là, en fait, il peut, donc, faire des délais de paiement, comme je vous l'ai déjà dit, 2, inclure le coût dans son offre, et puis être sécurisé dans les différentes étapes, en fait, de sa contractualisation, de sa fabrication, de l'expédition, et parfois elles sont plusieurs, en fait, en plusieurs moments, et puis bien évidemment jusqu'au paiement. Donc du préfinancement, l'avance en devise auprès de la banque, des crédits de campagne, des crédits de trésorerie, le crédoc aussi dans certains cas quand les pays ne permettent pas l'irrévocabilité du crédit documentaire, même en affacturage sur certaines opérations ou des single lines, on arrive à couvrir à tout moment les banquiers qui bénéficient donc de cette police. Troisième exemple concret pour pouvoir vous donner des cas qui ont été à l'export, comme je vous le dis, hein, parce que ce produit est véritablement utilisé à 90% par nos clients pour l'international. Une entreprise PME qui fait un chiffre d'affaires de 1,6 million, qui a décidé de se lancer en dehors de la zone européenne, puisqu'elle travaillait déjà en Europe, mais elle a été contactée pour faire un appel d'offres en Algérie. Et le dirigeant ne voulait pas aller sur ce marché, ce pays compliqué, en fait, sans assurance crédit. Il y avait, comme vous le savez, l'Algérie, les livraisons et les conditions en fait, locales pour travailler sont assez compliquées. Donc, c'était une entreprise d'État. Donc, on a réussi à le couvrir en assurance crédit sur l'Algérie et pour une prime de 18 000 €. Et le client a gagné l'appel d'offres et a pu exporter tranquillement et nous avons été payés en temps et en heure. La deuxième entreprise qui fait des systèmes de télécommunication aéronautique et de navigation pour un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros a été déjà assurée chez un de nos confrères, mais elle avait expérimenté en fait déjà un Cover One sur la France et que donc en fait elle a pu l'utiliser exactement pour le Maroc, où elle a répondu à un appel d'offres pour se couvrir sur, en fait, pareil, des livraisons et un montage qui a duré jusqu'à 17 mois. Ce qui est important et ce qu'on voit, c'est que toutes ces entreprises qui ont en fait une façon de fabriquer ou qui ont des projets qui sont un peu longs, quand elles ont déjà en fait connu Cover One, elles reviennent régulièrement redemander en fait des couvertures et très généralement aussi sur la demande de leur banquier parce qu'elles peuvent demander le financement le plus tôt possible si elles ont besoin d'être financées dans ces cas-là. Et la troisième entreprise sur l'industrie agroalimentaire, appel d'offres également, 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle devait en fait participer à la construction d'une bio-raffinerie en Allemagne et pour pouvoir faire et mobiliser les équipes, elle avait besoin d'un préfinancement. Et donc, dès la commande, en fait, elle est venue se couvrir sur l'acheteur en question et elle a tout de suite fait bénéficier sa banque très en amont avant en fait, la signature du contrat pour pouvoir lancer en fait la fabrication et elle obtenir un financement avec l'entreprise en Finlande. Donc voilà, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est compatible avec l'assurance crédit classique, si ce n'est que ça donne la possibilité en fait de pouvoir intervenir le plus rapidement possible, le plus tôt possible, jusqu'à des délais qui sont jusqu'à 60 mois. En moyenne, sur le portefeuille, en fait, les entreprises viennent pour demander des couvertures entre 18 et 24 mois. C'est ce qu'on voit. Le plus tôt qu'on ait vu, c'était 9 mois. Et là, parce que pareil, c'était des livraisons successives. Et le plus long, bien sûr, jusqu'à 60. Mais en moyenne, c'est 18-24 mois. Très apprécié quand ça peut être le plus tôt possible pour les financements. Et la délégation fonctionne très bien auprès de nos partenariats et des banques et toutes les banques qui existent.
et surtout, la garantie est irrévocable et donc garantie du risque de rupture de contrat, du risque de fabrication, du risque politique et bien évidemment du risque d'impayé. Il y a peut-être des questions. Oui, je me doute qu'il y a beaucoup de questions. En tout cas, je rappelle à nos participants que là, les micros peuvent être réactivés si vous voulez poser vos questions directement. Et vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Je vous la donnerai tout de suite. En attendant, je vais vous prendre ce qu'il y a eu dans le chat. Donc, en fait, ça tombe bien. Il y a une question pour chacun de vous trois. La première question qui était pour Maxime et à laquelle vous avez répondu, c'était pourquoi la volonté de réduire la demande de crédit. Donc, en fait, je vais vous laisser reprendre la réponse que vous avez déjà donnée via le chat pour que tout le monde puisse en bénéficier. Oui, très bonne question. Effectivement, j'ai beaucoup insisté sur le principal canal. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Le principal canal, il y a une question intéressante. Le principal canal par lequel la politique monétaire, qui se durcit, comme vous savez, opère sur l'économie réelle, c'est par le canal du crédit, je disais. C'est-à-dire que les banques réduisent le robinet, coupent le robinet du crédit, notamment les PME sont en général les plus affectées. Et la question de la personne, c'était, mais pourquoi elles font ça? C'est une très bonne question. J'ai donné deux éléments de réponse. C'est que la première, c'est que dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent rapidement, à cause de l'inflation, c'est le cas, comme vous le savez, vous avez de plus en plus d'emprunteurs ou d'emprunteurs potentiels qui sont fragiles. Et donc, les banques deviennent plus frileuses puisqu'elles vont se dire qu'il y a un risque d'impayé plus important, donc elles vont être beaucoup plus sélectives et octroyer des prêts aux entreprises qu'elles jugent les plus solides. Donc, c'est pour ça qu'elles vont globalement réduire le crédit. L'offre de crédit. Le deuxième point que j'évoquais, c'est dans un environnement où les valeurs bancaires sont un petit peu attaquées sur les marchés financiers, vous savez, depuis la déroute de SVB en Californie, le mois dernier, ou quelques semaines, les valeurs bancaires sont attaquées, le capital des banques se réduit, vous avez aussi des banques qui font face à des pressions de retrait des dépôts, ce n'est pas encore le cas en Europe, merci. Mais voilà, les banques veulent préserver leur capital, veulent préserver leur liquidité, en gros, pour maintenir la solidité de leur bilan. Et donc, plutôt que de prêter, elles préfèrent réduire l'offre de crédit et se concentrer sur la préservation de leur capital, pour montrer au marché, pour montrer à tout le monde qu'elles sont des banques solides, pour montrer à leurs déposants, notamment, qu'elles sont des banques solides. Donc voilà, les deux éléments de réponse, j'espère avoir été assez clair. Merci. La deuxième question. Alors, j'ai vu que quelqu'un avait levé la main, mais finalement baissé. Est-ce que cette personne n'entend veut... pas, Nathalie? Ah. Mais Si, pourtant, si, on vous entend, Nathalie. En fait, Maxime et Stéphanie, je crois que vous êtes dans la même pièce et quand vous allumez vos micros... Oui, ça fait un écho. Ça fait un écho, Est-ce donc que il vous faudrait nous qu'il y en ait entendez? qu'un. Oui. En fait, Maxime et Stéphanie sont dans la même salle, donc quand vous répondez à une question, il faut que l'autre éteigne son micro, sinon on a un écho. Bah, là, il n'y en avait pas. Hein. D'accord, là j'allume. Bon. Là, c'est bon, merci. Ok. Donc, vous avez entendu les éléments de réponse? non, c'est bon. Je pense qu'on a eu la réponse. Je pensais que quelqu'un avait levé la main, mais finalement, je pense que la personne s'est rétractée. Je pense que la réponse a été donnée à sa question. Nous avons une deuxième question, donc qui est plus pour sur la partie Business France. C'est même certain, c'est pour vous, Gilles, c'est au sujet des fiches de marché que vous avez évoquées. La question est, est-ce qu'elles sont, alors elles sont téléchargeables en ligne, on a bien compris, mais à quelle fréquence elles sont actualisées? Vous m'entendez? Oui. Oui, parce que j'ai été fermé. Bon. Oui, alors ces fiches, elles sont actualisées en théorie une fois par an. Parfois au fil de l'eau, ça dépend aussi de l'information qui nous parvient de nos différents bureaux à l'étranger. Pour ce qui est de l'existant, elles sont en date de l'été 2022, donc normalement prochaine actualisation été 2023. C'est une fois par an, voilà, on va dire à peu près une fois par an, avec des variantes quand même selon l'actualité plus ou moins accélérée des marchés. Très bien, merci.
Et troisième question, donc, qui est pour vous, Stéphanie. Donc, si vous pouvez activer votre micro et du coup, Maxime, bloquer le sien. Donc, c'est une question sur Cover One et plus spécifiquement sur l'Algérie. La question, c'est que il semblait que l'Algérie était fermée sur le Cover One. Est-ce que ce secteur a été rouvert récemment? Votre micro est coupé. On ne vous entend pas. Oui, votre micro est coupé. Voilà. Merci. Donc, en effet, en fait, le risque politique en Algérie est pour le moment exclu des couvertures, mais comme je vous l'ai dit dans la présentation, là, c'est un risque public. En fait, c'est un acheteur public. Donc, on a fait une exception sur cet acheteur parce que c'était un risque d'une société publique, en fait, une société d'État. Mais effectivement, le risque politique reste un sujet à l'heure actuelle en Algérie. Et moi, j'ai une question aussi. Donc, en fait, j'ai bien compris que Cover One, c'était destiné à couvrir une opération spécifique. Après, ma question, c'est est-ce que, en parallèle, vous exigez que la société qui souscrit à cette couverture soit, pour le reste de son portefeuille, assurée crédit chez vous également? Non. Et dans l'exemple que je donnais, on a des entreprises, elle est assurée par ailleurs chez un confrère et on est intervenu que sur cette opération. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'exigence. Et il y en a plein justement qui sont auto-assurés, mais dès qu'ils se lancent à l'international, qui viennent chercher une solution spécifique pour l'international. Il n'y a aucune exigence de credit management on a juste dans le formalisme un questionnaire en fait qui est justement pour bien comprendre la transaction et les tenants et aboutissants du projet, mais il n'y a pas d'exigence en credit management sur le reste du portefeuille. Très bien. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Oui, je souhaite intervenir. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Najwa Guéji, Crédit Manager de la société Aubert et Duval. Dans le contexte actuel, nous sommes en cours d'acquisition par le groupe Safran et justement, nous sommes fragilisés par une notation financière qui nous plombe un peu notre marché et à l'export aussi, notamment parce que notre notation était en stand-by depuis 2 ans, en dessous de, voilà, très moyenne, faible pour pas dire autre chose. Donc nous avions du mal à être accompagnés, supportés, aidés pour des opérations comme Cover One en one shot, vu la santé d'Aubert et Duval à l'heure actuelle, ce qui est normal par nos banques. Et là, le futur donc qui va être, je pense, beaucoup plus confortable quand l'acquisition sera finalisée. Par ailleurs, nous avons un secteur précis qui est le secteur défense, pour lequel nous avons des transactions à l'export international. Et de temps en temps, la banque nous plante en disant le pays ou le flux ou la société tombe sous sanction. Donc, pour une opération Cover One dont nous fait part Claire Favre, c'est très intéressant. Quid de ce flux? Parce que 60 mois, c'est très long. Assurer la finalisation du projet, on ne garantit rien de ce qui peut se passer, point de vue géopolitique ou autre. Comment vous accompagnez? Ce que j'ai bien compris, vous prenez la garantie dès la commande née jusqu'à au paiement final de ce contrat. Je suppose que vous avez aussi une contre-garantie derrière, comme les banques, par ailleurs, en sachant que nos créances, nous avons aussi une situation de trésorerie fragile, nous sommes financés également. Donc, factorés, titrisés, ce que vous voulez, on a toutes les solutions possibles. Est-ce que vous avez une aide qui réponde à ce besoin? Alors, Et merci. Oui, je vous en prie. Merci pour votre question. J'entends plusieurs choses dans ce que vous nous dites. Ce que je comprends, c'est que vous nous auriez interrogé. On a dit qu'on ne pouvait pas travailler avec vous du fait de votre note, c'est ça? Absolument.
Ok. Donc, on fait partie du groupe Eramet qui a. Oui, tout à fait. Donc, on se connaît par ailleurs, peut-être pas directement, mais chargé de compte du groupe Eramet nous connaissent très bien. Je comprends en tout cas que la situation que vous exposez pour votre groupe est quand même très complexe. Je pense que il serait peut-être plus pertinent que vous ayez un contact direct avec Claire ou en tout cas avec l'Alliance Trade pour pouvoir en discuter plus avant. Après, effectivement, on est tous conscients que vous ne serez pas prêt à prendre tous les projets en couverture. Il y a, comme vous le disiez, un questionnaire à remplir et donc il y a certainement des situations d'exclusion comme pour toute assurance crédit. Absolument, et des secteurs, effectivement, la défense pour des raisons, effectivement. Et nos clients sont les États. Bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre vos coordonnées et de vous rappeler directement pour qu'on puisse en discuter. Oui, d'accord. Si vous pouviez mettre dans le chat vos noms et vos coordonnées et on va reprendre contact directement avec vous. D'accord. Merci. Bon, écoutez, merci. Je vous propose qu'on en reste là parce qu'il est midi. Ça sonne la fin de notre webinaire. En tout cas, je tiens à vous remercier tous les trois pour vos interventions qui sont très éclairantes, très intéressantes. Merci également à tous nos nombreux participants auxquels je rappelle que vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur le site de la FDCC pour ceux qui sont adhérents à FDCC. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une très bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.